Je m'appelle Juliette Sinclair et j'avais 35 ans lorsque j'ai réalisé que les blagues les plus cruelles sont généralement racontées par les personnes qui savent exactement où viser. C'était la veille du Nouvel An et j'étais assise à la table à manger de mes parents, comptant déjà les minutes avant de pouvoir partir, lorsque mon frère a décidé de faire de moi le bout en train de la soirée. Et elle s'est adossée à sa chaise, a levé son verre avec ce petit sourire suffisant qu'il arborait depuis notre enfance et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, 35 ans et toujours pas marié? Ça doit être dur de passer le Nouvel An seul, hein, point. Vieille fille. La salle a éclaté de rire si facilement qu'il était évident que ce n'était pas la première fois que ma vie était traitée comme une chute familiale. Ma mère a esquissé un faible sourire. Mon père n'a rien déité. Et la femme de mon frère a baissé les yeux sur son assiette, pendant une seconde. J'ai failli faire ce que j'avais fait pendant des années, sourire poliment, laisser couler et prétendre que rien de tout cela ne m'atteignait. Mais quelque chose en moi était terminé ce soir-là. J'ai posé mon verre, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, ne t'inquiète pas pour ma vie, je suis mariée depuis 5 ans. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre l'horloge du couloir faire tic-tac. C'est mon frère qui a ri le premier, mais cette fois-ci, son rire était mince, nerveux. Il pensait que je bluffais. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la partie de ma vie qu'aucun d'entre eux n'avait jamais été autorisé à voir. L'expression de son visage à ce moment-là n'était que le début, car si ma famille avait su ce que j'avais caché pendant toutes ces années, elle aurait compris pourquoi mon silence n'a jamais été une faiblesse. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre comment mon frère est devenu la seule personne dans cette maison que tout le monde protégeait, quoi qu'il fasse. Et si vous aviez rencontré ma famille à l'époque, vous auriez probablement compris le schéma en 10 minutes. Mon frère avait toujours été le centre de gravité de la maison. C'était le fils, le plus facile, le plus bruyant, celui qui savait comment remplir une pièce et faire rire les gens, même lorsqu'il n'avait rien fait de particulièrement impressionnant. En grandissant, il était la personne que mes parents décrivaient avec des mots comme fort, fiable et leader naturel, même si tout ce qu'il avait fait était de faire du sport, de charmer les adultes et d'apprendre à se sortir des ennuis par la parole. J'étais tout le contraire. J'étais plus calme, plus sérieuse, plus concentrée, et parce que je causais si peu de problèmes, tout le monde semblait supposer que j'avais besoin de moins d'attention. Si je ramenais des notes parfaites à la maison, mes parents souriaient et disaient qu'ils étaient fiers de moi, puis, d'une manière ou d'une autre, la conversation revenait sur mon frère avant la fin du dîner. S'il réussissait quelque chose d'ordinaire, c'était célébré comme un événement familial majeur. Et si je réussissais quelque chose de difficile, c'était considéré comme agréable mais attendu, comme si l'effort ne comptait que lorsqu'il s'accompagnait d'une personnalité suffisamment grande pour divertir la salle. À l'âge adulte, ces rôles sont encore durcis. Mon frère s'est marié jeune, a acheté une maison en banlieue, a eu des enfants selon un calendrier approuvé par mes parents et est rapidement devenu le symbole vivant de ce qu'il considérait comme une vie réussie. Chaque jour férié était accompagné de nouvelles photos des filles, d'histoires sur le ramassage scolaire, les week-ends barbecue, les remboursements d'emprunts et les projets d'amélioration de la maison. Mes parents aimaient ce genre de vie parce qu'ils la comprenaient. C'était visible. C'était familier. Il était facile de la montrer du doigt et de dire, voilà à quoi ressemble la stabilité. Ma vie ne ressemblait pas du tout à cela. J'ai fait des études de droit, je me suis enterrée dans le travail et j'ai construit une carrière dans un monde que ma famille ne pouvait pas expliquer lors des dîners à l'église ou des repas de quartier. J'ai traité des affaires complexes, j'ai travaillé des heures harassantes et j'ai appris à survivre dans des salles où personne ne se souciait de savoir si j'étais sympathique tant que j'avais raison. J'étais fière de cette vie. J'avais mérité chaque centimètre de cette vie. Mais dans la maison de mes parents, tout cela semblait invisible à côté d'un monospace dans l'allée et d'une photo de carte de Noël avec des pulls assortis. Ce n'est pas qu'ils détestaient ouvertement ce que j'avais construit. C'était quelque chose de plus silencieux, d'une certaine manière, de pire. Ils l'ont simplement traité comme s'il appartenait à une autre langue. Mon frère a profité de cette situation sans jamais la remettre en question. En fait, je pense qu'il en est venu à en dépendre. Tant que la famille mesurait le succès à l'aune de la vie qu'il avait choisie, il n'a jamais eu à regarder de trop près ce que je devenais. Et c'est exactement pour cela qu'il s'est senti si à l'aise en me transformant en blague. Et elle avait passé des années à croire que c'était moi qui n'avais pas réussi à construire une vraie vie, parce que personne dans cette maison n'avait jamais pris la peine de lui apprendre le contraire. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que pendant que tout le monde applaudissait la vie qu'il pouvait comprendre, j'avais déjà commencé à en construire une qu'il ne verrait jamais venir. Plus je vieillissais,
plus il devenait évident que ma famille ne savait pas quoi faire d'une version du succès qui ne ressemblait pas à la sienne. Lorsque j'ai atteint la trentaine, j'avais construit une carrière dont j'étais fière. Une carrière qui exigeait de longues heures de travail, une concentration sans faille et une tolérance à la pression que la plupart des gens n'accepteraient jamais. Je travaillais dans le domaine du droit des sociétés et je me concentrais sur les transactions technologiques à fort enjeu, le genre de transaction où une clause faible ou un détail oublié peut coûter des millions de dollars à un client. Mes journées étaient remplies de négociations, d'enregistrements, de conférences téléphoniques, de voyages et de délais qui n'avaient rien à voir avec le fait que j'avais dormi la nuit précédente. C'était épuisant, mais c'était aussi la première chose dans ma vie qui me semblait pleinement mienne. J'avais gagné ma place dans ce monde à la dure, et chaque promotion, chaque grand compte, chaque victoire durement acquise signifiait quelque chose pour moi parce que je savais exactement ce que cela m'avait coûté. Le problème, c'est que tout cela ne se traduisait pas à la maison. Chaque fois que j'essayais de partager quelque chose d'important, cela atterrissait avec un bruit sourd et disparaissait presque immédiatement. Je me souviens encore d'un dîner au cours duquel je venais d'aider à conclure une acquisition majeure pour un client du secteur technologique, l'une des plus grosses opérations sur lesquelles j'avais travaillé jusqu'alors. J'étais enthousiaste, non pas à cause de l'argent ou du prestige, mais parce que j'avais fait face à une pression qui m'aurait autrefois terrifié et que j'étais sorti plus fort de l'autre côté. Ma mère a écouté pendant moins d'une minute avant de se tourner vers mon frère pour l'interroger sur un voyage à la plage qu'il prévoyait de faire avec sa famille. Mon père a hoché la tête d'un air absent, puis a commencé à se demander si mon frère allait enfin refaire la terrasse avant l'été. C'était comme si je voyais ma propre vie s'effacer en temps réel. Une autre fois, lorsque j'ai mentionné qu'on m'avait demandé de parler à un groupe de juristes à Boston, ma mère a souri et a dit que c'était bien, mais elle a ajouté que les gens comprenaient mieux les mariages, les bébés et l'achat d'une maison que tous ces trucs juridiques compliqués. Elle a dit cela avec désinvolture, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, mais je ne l'ai jamais oublié. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que ma vie ne leur semblait pas réelle. Parce qu'elle ne correspondait pas à l'idée qu'il se faisait d'une vie de femme bien vécue. Dans ma famille, si une femme avait un mari, des enfants et des traditions de vacances que les gens pouvaient photographier, alors sa vie avait un sens. Et si elle avait une carrière exigeante, un passeport rempli de vols et un esprit fait pour la stratégie plutôt que pour la conversation, les gens ne savaient pas vraiment où la placer. Mon frère l'a compris. Il faisait de petits commentaires devant tout le monde sur le fait que j'étais trop intimidante pour les hommes, trop occupée pour une relation, trop indépendante pour qu'on la supporte. Et elle le disait parfois avec un sourire, parfois sur un ton faussement inquiet qui donnait l'impression qu'il plaisantait, mais il y avait toujours quelque chose de méchant là-dessous. Le pire, c'est que personne ne l'a jamais vraiment arrêté. Peut-être que mes parents pensaient que c'était inoffensif. Peut-être étaient-ils d'accord avec lui plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Quoi qu'il en soit, le message était toujours le même. Mes réalisations étaient impressionnantes en théorie, mais elles ne comptaient pas dans le calcul émotionnel de la famille parce qu'elles ne pouvaient pas être affichées de la même manière que sa vie. J'ai donc fini par arrêter d'essayer. J'ai cessé d'appeler pour annoncer de bonnes nouvelles. J'ai cessé d'expliquer ce sur quoi je travaillais. J'ai cessé d'espérer qu'un jour, il comprendrait soudain la valeur de ce que j'avais construit. Je me suis quand même présenté aux vacances quand il le fallait. J'ai continué à assister aux dîners, aux conversations polies et aux insultes occasionnelles déguisées en humour. Mais je leur ai donné de moins en moins de ma vraie vie. Ils ont pris mon silence pour la preuve qu'il ne se passait pas grand-chose. Ils ont supposé que j'étais devenue exactement ce que mon frère disait en plaisantant que j'étais, une femme seule mariée à son travail, rentrant chez elle dans un appartement vide après chaque succès professionnel. En réalité, j'avais déjà appris que la chose la plus sûre à faire avec des gens qui réduisent constamment votre vie est d'arrêter de leur en donner des morceaux. Peu de temps après avoir fait ce choix, j'ai rencontré la personne qui a tout changé sans même que je m'en rende compte. Au départ, j'ai rencontré Graham Foster dans une salle de conférence en verre, un jeudi après-midi qui était censé être oubliable. Mon cabinet s'occupait d'une transaction compliquée impliquant une entreprise de cybersécurité en plein essor. Et Graham était l'homme de l'autre côté de la table. Et elle n'était pas ce à quoi je m'attendais. La plupart des cadres dans sa position essayaient de dominer la pièce ou faisaient semblant d'être plus détendus qu'ils ne l'étaient en réalité. Graham ne faisait ni l'un ni l'autre. Il était calme, vif et très attentif dès que j'ai commencé à évoquer les risques du contrat. Lorsqu'il n'était pas d'accord avec moi, il le faisait directement. Lorsque j'ai répliqué, il m'a écouté au lieu de se mettre sur la défensive. À la fin de cette première réunion,
Je me souviens avoir pensé qu'il était l'un des rares hommes avec qui j'avais travaillé à ne pas sembler menacé par une femme qui savait exactement de quoi elle parlait. Ce qui a commencé comme un respect professionnel s'est transformé en longues conversations après les réunions, puis en dîners qui, d'une certaine manière, ont duré des heures. Puis en ce genre d'attachement silencieux qui vous surprend avant que vous ne soyez prêt à le nommer. Graham a posé des questions que personne dans ma famille ne m'avait jamais posées. Il voulait savoir pourquoi j'avais choisi le droit, quel type d'affaires m'intéressait, ce que l'on ressentait quand on gagnait après des années de travail acharné. Elle m'a écouté d'une manière qui m'a fait réaliser à quel point j'avais été privé de ce genre d'attention. En sa présence, je n'ai pas eu à rétrécir ou à adoucir les parties de moi-même que d'autres personnes trouvaient trop intenses. Il aimait que je sois intense. Il l'admirait. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comprise sans avoir à expliquer chaque parcelle de mon être. Nous avons été prudents au début en raison du chevauchement professionnel, mais une fois que l'affaire a été conclue et que les frontières juridiques ont disparu, tout entre nous s'est déroulé avec une sorte de certitude constante qui m'était presque inconnue. Il n'y a pas eu de jeu, pas de signaux contradictoires, pas de moment où j'ai dû me demander s'il trouvait mon ambition gênante. Il lui a fait de la place. Il m'a fait de la place. Parce que j'étais encore assez stupide pour espérer que cette fois-ci, les choses pourraient être différentes. Je l'ai finalement ramené à la maison pour Thanksgiving. Une partie de moi savait que c'était une erreur avant même que nous ayons franchi la porte d'entrée. Ma mère s'est mise à briller de façon exagérée, comme elle le fait toujours lorsqu'elle fait preuve de politesse au lieu de la ressentir. Mon père n'arrêtait pas de jauger Graham avec le genre de suspicion tranquille qu'il réservait habituellement aux hommes qu'il jugeait trop polis. Mon frère était le pire de tous. Il commença par poser des questions inoffensives sur les affaires, puis adopta le ton moqueur qu'il utilisait lorsqu'il voulait mettre quelqu'un mal à l'aise sans avoir l'air ouvertement grossier. Il plaisantait sur les citadins, sur l'argent des start-up, sur les hommes qui étaient plus engagés dans le travail que dans la famille. Il me jetait un coup d'œil à chaque fois qu'il parlait, comme si toute cette performance était vraiment destinée à moi. Graham est resté calme pendant tout ce temps, mais je sentais le changement en moi à chaque minute qui passait. C'était le même vieux scénario familial, mais avec une nouvelle cible à la table. L'homme que j'aimais était mesuré, moqué et discrètement défié par des gens qui n'avaient rien fait pour gagner le droit de juger l'un ou l'autre d'entre nous. Nous sommes partis dès que nous avons pu raisonnablement le faire. Je me souviens du silence qui régnait dans la voiture par la suite, le genre de silence qui n'est pas froid mais lourd de vérité. Graham s'est alors approché de moi, m'a pris la main et m'a dit quelque chose qui m'a marqué si profondément que je ne l'ai jamais oublié. Il m'a dit: tu n'as pas à offrir ton bonheur à des gens qui ne savent que l'insulter. J'ai ensuite regardé la fenêtre pendant un long moment, car je savais qu'il avait raison, et je détestais le temps qu'il m'avait fallu pour l'accepter. J'avais passé des années à croire que si j'étais assez patiente, si je réussissais assez bien, si j'étais assez gentille, ma famille finirait par apprendre à m'aimer sans me diminuer d'abord. Mais après ce Thanksgiving, quelque chose a changé en moi. J'ai cessé de me demander ce que je pouvais faire pour qu'ils me comprennent, et j'ai commencé à me demander ce que je devais protéger avant qu'ils ne trouvent un moyen d'empoisonner cela aussi. 6 mois après ce Thanksgiving, Graham m'a demandé de l'épouser, et il y avait quelque chose de presque guérissant dans la simplicité de ce moment. Il n'y avait pas de performance, pas de grand public, pas de pression pour en faire une histoire que d'autres personnes approuveraient. Il n'y avait que nous deux, debout dans le centre tranquille d'une vie que nous avions construite ensemble. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir m'opposer à quoi que ce soit. J'ai dit oui, sans hésitation. Ce qui a suivi aurait dû être la partie la plus facile. Mais pour moi, ça ne l'a pas été. Dès que nous avons commencé à parler du mariage, j'ai senti la présence de ma famille s'imposer comme une tâche. Je pouvais entendre les commentaires avant même qu'ils ne soient prononcés, ma mère faisant tout pour sauver les apparences, mon père agissant comme s'il évaluait un accord commercial, mon frère trouvant un moyen de faire de cette journée une blague ou une compétition. J'avais vu ce schéma trop souvent pour prétendre que ce serait différent simplement parce que c'était censé être l'un des moments les plus heureux de ma vie. Graham l'a compris bien avant que je n'aie à l'expliquer en détail. Il ne m'a jamais poussé à inclure des personnes qui n'avaient pas mérité d'avoir accès à quelque chose d'aussi personnel. Il n'a jamais essayé de me faire croire à une harmonie familiale qui n'existait pas. Il m'a simplement demandé quel type de mariage me permettrait de me sentir en paix, et une fois que je me suis laissé aller à répondre honnêtement, le choix est devenu évident. Nous nous sommes mariés dans la vallée de Napa, en présence d'une poignée de personnes seulement. Ses parents sont venus, sa jeune sœur aussi, ainsi que quelques amis proches qui avaient vu notre relation grandir depuis le début. C'est tout. Pas de sourire forcé, pas de discours maladroit.
Pas de blagues passive-agressive autour du champagne, personne ne considérant l'événement comme une scène pour exprimer ses opinions. C'était chaleureux, calme, beau et réel, comme je n'avais jamais cru qu'un mariage pouvait l'être. Je portais une robe simple. Graham m'a regardé comme s'il n'y avait pas d'autre endroit au monde où il aurait préféré être. Le vignoble s'étendait derrière nous dans la lumière de la fin de l'après-midi, lorsque nous avons prononcé nos vœux. Je me souviens d'avoir senti se relâcher en moi quelque chose qui était resté serré pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte. Je ne me contentais pas d'épouser quelqu'un que j'aimais, j'entrais dans une version de ma vie qui ne m'obligeait pas à défendre ma propre valeur. Chaque fois que j'entrais dans une pièce. Ce dont je me souviens le plus, cependant, ce n'est pas la cérémonie. C'est la façon dont la famille de Graham m'a accueilli par la suite. Ils ne m'ont pas traité comme un accessoire de son succès ou comme une femme qui avait finalement coché la bonne case au bon âge. Ils m'ont posé des questions sur mon travail parce qu'ils étaient sincèrement intéressés. Ils ont parlé de moi avec chaleur et respect, et non avec une tolérance polie. À eu cours du dîner, le père de Graham a levé son verre et a dit qu'il ne m'accueillait pas à cause de la personne que j'avais épousée, mais à cause de ce que j'étais. J'ai souri, mais à l'intérieur de moi, j'ai senti quelque chose se briser. J'avais passé tant d'années dans une famille où l'amour semblait toujours s'accompagner d'une comparaison, où l'approbation se mesurait au choix de quelqu'un d'autre. Où l'on me faisait constamment sentir un peu trop dans les mauvais sens et pas assez dans les bons points en présence de personnes qui n'attendaient rien d'autre de moi que de l'honnêteté et de la présence. J'ai réalisé à quel point ma propre famille avait fait de l'amour un sentiment anormal. Après le mariage, Graham et moi avons pris une décision qui semblerait étrange à toute personne élevée dans une famille saine. Nous avons décidé de ne rien dire à la mienne. Pas encore. Peut-être jamais. Ce n'était pas un vœu dramatique et il n'était pas né de la méchanceté. C'était de l'autoprotection. Tout simplement. Nous savions tous les deux ce qui se passerait si j'invitais trop tôt les Sinclair dans cette partie de ma vie. Ils la remettraient en question, la critiqueraient, la réduiraient, la compareraient, d'une manière ou d'une autre. Me ferait me sentir coupable d'avoir choisi le bonheur selon mes propres termes. Je n'étais pas prête à infliger cela à mon mariage. Je ne voulais pas prendre quelque chose de si stable et de si bon et le placer entre les mains de personnes qui avaient passé des années à prouver qu'elles ne pouvaient toucher à quoi que ce soit de précieux sans essayer d'abord de le contrôler. J'ai donc gardé mon nom au travail. J'ai gardé le silence sur ma vie privée. Pour ma famille, je suis restée exactement ce qu'ils avaient toujours supposé que j'étais, célibataire, obsédée par ma carrière et seule. Ils n'ont jamais posé suffisamment de questions pour découvrir le contraire. À eu fil des mois et des années, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a surpris moi-même. Garder ce secret ne me donnait pas l'impression d'être malhonnête. Je me sentais en sécurité. Cela a permis à mon mariage de grandir en paix. Loin du bruit constant des gens qui l'auraient considéré comme une occasion de plus de me juger. Pendant 5 ans, Graham et moi avons construit une belle vie derrière ce silence, et je l'ai protégé avec une férocité que je n'avais jamais été autorisée à montrer en tant que fille. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le même secret qui avait préservé mon bonheur deviendrait un jour la raison pour laquelle mon frère aurait finalement perdu tout ce qu'il avait passé sa vie à croire qu'il lui appartiendrait toujours. Pendant 5 ans, mon mariage s'est déroulé dans un monde complètement séparé de ma famille, et le plus étrange, c'est que cette séparation a fini par devenir naturelle. À Boston, ma vie était bien remplie, d'une manière que je croyais réservée à d'autres personnes. Graham et moi avons construit une routine tranquille et régulière qui n'a jamais eu besoin d'un public pour se sentir réel. Nous travaillions dur. Rentrions à la maison l'un pour l'autre et remplissions nos journées avec le genre de petits rituels solides qui font la force d'un mariage. Nous dînions tard dans la cuisine après de longues journées de travail. Nous partions en week-end lorsque nos emplois du temps le permettaient. Nous recevions des amis proches, nous nous disputions sur les couleurs de peinture, nous rions des récipients à emporter posés sur le comptoir et nous nous connaissions si bien que même le silence entre nous nous paraissait paisible. Son entreprise a continué à se développer. Ma carrière continuait à grimper. J'avais une maison, un mari, une vie que j'aimais, et rien de tout cela ne dépendait de l'approbation de quelqu'un d'autre. Puis je retournais en Caroline du Nord pour les vacances. J'entrais seule dans la maison de mes parents et je me sentais replongée dans le rôle qu'ils m'avaient tous assigné des années plus tôt. Dans cette maison, j'étais toujours la fille surmenée, la sœur sérieuse. La femme qui, d'une manière ou d'une autre, avait laissé la vie lui échapper. Ils me regardaient avec ce même mélange de pitié et de jugement que les gens réservent à une personne dont ils supposent qu'elle a raté sa chance. Et ma famille n'a jamais remis en question cette version de moi parce qu'elle était pratique. En comparaison,
Mon frère avait l'air d'avoir réussi. Mes parents se sentaient ainsi validés dans la vie qu'ils comprenaient le mieux, et comme j'avais cessé de les corriger, ils s'installaient plus profondément dans leurs hypothèses chaque année. Cole, en particulier, se sentait de plus en plus à l'aise avec cela. Et il y avait quelque chose de presque pathétique dans le fait qu'il semblait avoir besoin que je reste exactement là où il m'avait placé dans son esprit. Toutes les blagues qu'il faisait à mes dépens portaient le même message en filigrane. Je préfère le travail à l'amour, l'ambition à la famille, l'indépendance au bonheur. Il le disait en souriant. Généralement devant tout le monde, et parce qu'il l'enveloppait d'humour, les gens le laissaient passer. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas complètement vu quand j'étais plus jeune. Cole ne faisait pas ces blagues parce qu'il croyait vraiment que j'étais moins bien que lui. Il les faisait parce qu'il avait besoin de sa famille pour continuer à y croire. En apparence, sa vie ressemblait toujours à celle que mes parents admiraient le plus. Il avait une femme, 2 filles, une maison en banlieue et l'image d'un homme qui avait suivi le chemin prévu. Mais plus je regardais de près, plus je voyais de fissures. Il était devenu agité, impatient et étrangement sur la défensive à propos de choses qui lui semblaient faciles auparavant. Et elle passait d'une idée commerciale à l'autre, parlant toujours de l'opportunité qui allait tout changer. Et il y avait toujours un nouveau partenariat, un nouveau contact. Un nouveau plan qui était supposé être à 2 doigts de devenir énorme. Et elle parlait de ces choses avec l'assurance d'un homme qui essaie très fort de se convaincre lui-même d'abord et de convaincre les autres ensuite. Parfois, il se vantait trop. Parfois, il s'irritait trop vite lorsque les gens lui posaient des questions ordinaires. Parfois, il buvait plus qu'à l'accoutumée et devenait plus tranchant, surtout lorsque l'attention se détournait de lui. Plus d'une fois, il est venu me demander de l'aide sans jamais appeler cela de l'aide. Il posait une question rapide sur un contrat. Il mentionnait un accord et me demandait simplement mon avis sur la langue. Et elle évoquait une question commerciale en prétendant qu'il était simplement curieux. Alors qu'il était évident qu'il avait besoin d'une véritable orientation. Quelquefois, il y a même eu des allusions à l'argent. Présentés comme des problèmes à court terme ou des pressions temporaires. Je l'ai aidé lorsque je pensais que cela permettrait d'éviter un conflit inutile, et à chaque fois, il a réagi de la même manière. En privé, il voulait ma compétence. En public, il avait encore besoin de moi diminuer. C'est à ce moment-là que j'ai fini par le comprendre pleinement. Cole avait trop construit son identité sur le fait d'être celui qui réussissait dans la famille, celui qui était compréhensible, celui qui était visible. Tant que tout le monde me voyait comme la sœur célibataire qui ne faisait rien d'autre que travailler, il n'avait jamais eu à affronter la possibilité que j'avais construit quelque chose de plus profond et de plus fort que la vie qu'il continuait à leur présenter. Brooke avait commencé à s'en apercevoir aussi, même si elle n'en parlait pas beaucoup. Elle n'était pas cruelle avec moi, pas comme l'était Cole. Mais elle avait passé des années à faire ce que tous les autres membres de la famille faisaient. Elle se taisait parce que la paix était plus facile que l'honnêteté. Pourtant, il y avait des moments où Cole faisait l'un de ses commentaires habituels et où je surprenais Brooke en train de le regarder avec quelque chose qui ne ressemblait plus vraiment à de l'amusement. Cela ressemblait à de la fatigue. Peut-être même de l'embarras. Mes parents, bien sûr, restaient fidèles à la version de la réalité qui exigeait le moins d'examen de conscience. Ils continuaient à parler de la vie de Cole comme s'il s'agissait du modèle évident de l'âge adulte et de la mienne comme s'il s'agissait d'une étrange énigme que personne ne pouvait résoudre. Ils n'ont jamais demandé pourquoi j'arrivais toujours seule. Ils n'ont jamais demandé avec qui je passais les vacances quand je n'étais pas là. Ils ne se sont jamais demandé si le silence ne signifiait pas l'intimité plutôt que le vide. Ils ont simplement accepté l'explication la plus simple parce qu'elle correspondait à l'histoire familiale qu'ils se racontaient depuis des années. Je les ai laissés faire. À ce moment-là, le silence ne ressemblait plus à une défaite. Il ressemblait à un contrôle. Chaque fête à laquelle j'ai survécu sans m'expliquer ressemblait moins à de la tristesse qu'à une stratégie. Je n'attendais plus qu'ils prennent soudainement conscience de ma valeur. Je refusais simplement de leur donner quoi que ce soit d'autre qu'ils puissent réduire, remettre en question ou transformer en un moyen supplémentaire de faire en sorte que Cole se sente plus grand. Puis vint le réveillon du nouvel an. Avant même que le dîner ne commence, je sentais que quelque chose n'allait pas dans la pièce. Cole avait été d'une humeur massacrante toute la semaine parce qu'une opportunité d'affaires dont il s'était vanté semblait soudain instable. Ma mère faisait trop d'efforts pour paraître joyeuse. Mon père ne cessait de tenir une conversation rigide et pratique, le genre qu'il utilisait lorsqu'il sentait une tension sans vouloir la nommer. Brooke avait l'air fatigué. Je suis arrivée seule.
Exactement comme je le faisais toujours, et à la seconde où Cole m'a vu franchir la porte sans homme à mes côtés, j'ai presque senti qu'il se détendait dans ce qu'il pensait être un territoire familier. Pour lui, j'étais toujours la cible la plus facile dans la pièce, toujours la sœur dont la vie pouvait être réduite à une plaisanterie avant le dessert, toujours la femme qu'il pouvait rapetisser pour se sentir à nouveau stable. Ce qu'il n'a pas vu, c'est tout ce qui m'attendait à Boston. Il n'a pas vu mon mari. Il n'a pas vu la maison que Graham et moi avions construite. Il n'a pas vu les années de paix, d'amour, de succès et de stabilité qui existaient au-delà de son imagination. Il m'a seulement vu entrer seul dans cette salle à manger. Parce qu'il avait passé tant d'années à confondre vie privée et échec, il pensait savoir exactement qui j'étais. Ce fut sa dernière erreur. Lorsqu'il a levé son verre et décidé de faire de moi la blague de la soirée. Il a cru qu'il entrait dans un scénario qu'il avait contrôlé pendant des années. Il ne se doutait pas que la vie dont il s'était moqué pendant si longtemps n'avait jamais été la vraie. Il ne se doutait pas que cette fois-ci, pour la première fois depuis des années, je n'avais absolument plus rien à protéger en restant silencieuse. À la seconde où j'ai dit que j'étais mariée depuis 5 ans, la salle s'est tue. C'était le genre de silence qui ne semblait pas naturel, le genre de silence qui fait que chaque petit son semble soudain trop fort. Ma mère s'est figée, son verre à la main. Mon père m'a dévisagé comme si j'avais dit quelque chose d'impossible, quelque chose qui n'appartenait pas à la version de moi à laquelle ils avaient tous accepté de croire pendant des années. Brooke leva lentement les yeux de son assiette, et l'air suffisant de Cole commença à se fissurer. Il commença par rire, mais son rire était mince, instable, presque fragile. Allez. Juliette. Tu veux nous faire croire ça? Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendue. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert l'album que j'avais gardé caché pendant 5 ans et je l'ai posé sur la table, à la vue de tous. Photo de mariage à Napa Valley. La main de Graham autour de la mienne. Notre premier Noël à Boston. Un gala à New York. Un voyage d'été dans le Maine. Une vie belle et bien remplie dont aucun d'entre eux n'avait jamais eu connaissance. Non pas parce qu'elle était fausse. Non pas parce qu'elle était secrète par honte. Parce que j'avais appris il y a longtemps que toutes les bonnes choses de ma vie n'étaient pas en sécurité dans cette maison. Et ma mère avait l'air secouée. Mon père avait l'air embarrassé. Brooke fixa l'écran, puis Cole. Il était toujours le seul à essayer de reprendre le contrôle, à essayer de reprendre le rôle qu'il jouait toujours à cette table. Et alors? Tu as gardé tout un mariage secret juste pour faire ce coup-là ce soir, a-t-il demandé. Je l'ai regardé et j'ai dit, non, j'ai gardé le secret parce que je savais exactement ce que cette famille ferait à tout ce qu'il y a de bon dans ma vie si je te la donnais trop tôt. Personne ne m'a interrompu, pour une fois j'ai pu terminer. Pour une fois, personne ne m'a interrompu, n'a réorienté la conversation ou n'a agi comme si ce que je disais était trop important. Je leur ai dit que j'avais rencontré Graham au travail, que nous avions construit notre vie à Boston et que j'avais arrêté de partager mes bonnes nouvelles il y a des années parce que chaque conversation revenait toujours à Cole. Sa maison, ses enfants, ses projets, son ego, ses besoins. Les choses qu'il voulait semblaient toujours avoir plus d'importance que la vie que je menais réellement. Mon père m'a demandé pourquoi je ne leur avais rien dit après le mariage. Je lui ai dit la vérité. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de dire à cette famille qui j'étais, quelqu'un a fait en sorte que l'histoire tourne à nouveau autour de Cole. Ce silence était pire qu'une dispute, a commencé ma mère en pleurant. Brooke est restée assise, immobile, comme si elle repassait des années de plaisanteries et de petites humiliations qu'elle avait rejetées parce qu'il était plus facile de les qualifier d'inoffensives que d'admettre ce qu'elles étaient vraiment. Cole a réagi exactement comme il le faisait toujours quand la vérité l'accablait. Il m'a traité de dramatique. Il a dit que ce n'était qu'une blague. Il a dit que je voulais l'embarrasser. Il a essayé de se faire la victime du moment. Comme si mon honnêteté était plus offensante que sa cruauté. Mais cette fois, personne ne s'est précipité pour le sauver. Brooke l'a regardé et lui a demandé calmement, c'était ça? C'est alors que mon père a dit quelque chose que je ne l'avais presque jamais entendu dire à mon frère, ça suffit. Cole. C'est à ce moment-là que la pièce s'est enfin transformée. C'était subtil, mais je l'ai senti. Pour la première fois de ma vie, le poids de la pièce ne s'est pas abattu sur moi. J'y suis parti peu après, calme et lucide. J'avais dit ce que j'avais à dire, et pour la première fois depuis des années, je suis sortie de cette maison en me sentant plus légère que plus petite. À mon retour à Boston, Graham m'a regardé et m'a dit, tu leur as dit. J'ai acquiescé et lorsqu'il m'a prise dans ses bras,
j'ai su que j'avais déjà gagné. Non pas parce que j'avais blessé quelqu'un, non pas parce que j'avais planifié une vengeance parfaite, mais parce que j'avais enfin dit la vérité sans m'en excuser. Mais Cole n'était pas le genre d'homme à se contenter d'une humiliation. Au cours de la semaine suivante, tout a commencé à s'effondrer. Depuis des mois. Il se vantait d'une affaire qui était censée changer sa vie. Le genre d'affaire dont il parlait lors des dîners de famille comme s'il s'agissait d'une preuve qu'il était enfin à la veille de quelque chose de plus grand. Mais après le nouvel an, il a commencé à s'effilocher. Il buvait trop, s'emportait contre les gens et faisait des commentaires amers aux mauvais clients. Il s'est moqué de moi, des femmes, et a montré exactement qu'il était sous pression, sans que sa famille soit là pour rire et l'aider. L'affaire est tombée à l'eau. Puis une autre opportunité s'est également envolée. À la maison, Brooke a finalement cessé de l'excuser. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas que leur fille grandisse auprès d'un homme qui avait besoin d'humilier les femmes pour se sentir important. Elle lui a dit qu'elle était fatiguée de le voir transformer la cruauté en divertissement et l'ego en leadership. Elle a pris les filles et est partie. Peu de temps après, elle a demandé le divorce. Cole, désespéré, s'est tourné vers mes parents pour leur demander de l'argent et du soutien. Pour la première fois de sa vie, ils lui ont dit non. Mon père l'a refusé. Ma mère a pleuré, mais elle l'a refusé aussi. Soudain, Cole avait perdu tout ce qu'il pensait pouvoir protéger. Sa femme n'était plus là. Ses filles n'étaient plus dans la maison. Son affaire était morte. Sa réputation était entachée. Ses amis ont commencé à s'éloigner une fois que les fissures sont devenues trop évidentes pour être ignorées. Mes parents, quant à eux, ont finalement été contraints de faire face à ce qu'ils avaient fait. Ils ont admis qu'ils m'avaient ignoré parce que ma vie était plus difficile à comprendre pour eux, et qu'ils avaient laissé Cole façonner toute la famille pendant des années parce qu'il était peu pratique, inconfortable et plus facile d'éviter de l'affronter. Ils ont admis qu'ils avaient traité mon silence comme un vide au lieu d'une intimité. Je ne leur ai pas pardonné du jour au lendemain. Mais je les ai laissés commencer. Des mois plus tard, j'ai emmené Graham les rencontrer, non pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour jubiler, mais parce que j'en avais assez de cacher ma vie pour mettre les autres à l'aise. À ce moment-là, Brooke n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Cole vivait dans une location, voyait ses filles selon un horaire légal et blâmait tout le monde sauf lui-même. Il aimait dire que j'avais ruiné sa vie en disant la vérité. Mais la vérité était bien plus simple que cela. Cole n'a pas tout perdu parce que je l'ai dénoncé en une nuit. Il a tout perdu parce qu'il a passé des années à construire toute son identité en faisant en sorte que quelqu'un d'autre se sente petit. Elle avait bâti sa confiance sur la comparaison, son pouvoir sur l'humiliation et sa place dans la famille sur le fait d'être la personne que tout le monde protégeait au lieu d'affronter. En fin de compte, il a perdu son mariage, la présence quotidienne de ses enfants, son image professionnelle et la protection aveugle de nos parents. Il a même perdu le public qui avait l'habitude de rire à gorge déployée. Quant à moi, je n'ai pas gagné en le détruisant. J'ai gagné en refusant de rester petit pour qu'il puisse continuer à se sentir grand. Voilà la vraie leçon. Ne laissez jamais personne mesurer votre valeur à l'aune des jalons qu'il utilise pour se sentir supérieur. Les personnes qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin que vous deveniez plus petit pour se sentir plus grand. Ils ne se moqueront pas de ce qu'ils ne comprennent pas, juste pour protéger leur propre ego. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de blesser la personne qui vous a fait du mal. C'est de protéger votre paix jusqu'à ce que la vérité entre enfin dans la pièce et les laisse seuls avec les dommages qu'ils ont eux-mêmes créés. Chez Riven Jargon. Notre équipe travaille dur pour créer des histoires significatives et bien conçues qui divertissent tout en laissant les téléspectateurs avec des leçons réfléchies. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive, créée pour partager avec notre public des messages éducatifs, une vision émotionnelle et des perspectives de vie précieuses. Cole est le genre d'antagoniste qui cache sa cruauté derrière des blagues, ce qui le rend souvent encore plus dangereux, car les gens excusent les dégâts jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa chute montre que l'arrogance, la jalousie et le manque de respect peuvent détruire une personne de l'intérieur. Si vous étiez à la place de Juliette, comment feriez-vous face à quelqu'un comme Cole, et resteriez-vous silencieux aussi longtemps qu'elle? Yeah, but I didn't press any clip button. Wait, I'm underwater. Clip button. I don't know why that happened. Mama? No, I didn't push any buttons. That's why I'm calling you. I don't know what just happened. It just randomly made a whole bunch of clips. That's weird. I pressed no buttons. No buttons were pressed this time. I didn't do it. It wasn't me.
And you called me on the counter? Wasn't me. It really wasn't me. There were no commands All made, right, so I don't know. Twitch. That's. I will drink of your blood. Don't drink my blood, please. Yeah, I don't know what Twitch just twitched, but it made me worried. Ouch! Ow! Don't touch me like that, please. He shoots stuff at you, so be careful. I can't heal either. It's only. Technical difficulties or ghost. Yeah. Apparently, but still, it's really weird that. I don't know. It's concerning to me. It feels concerning. It's kind of fun that I can watch this from the other side of the door. I'm like looking at everything now. Like, do I have to change? I look like a prisoner. I am. Oh god, oh god, oh god. Oh god, it's shaking. We're shaking. Apparently we had a really big earthquake and I did not feel it. Fire and water. Hi, pirate. Sorry. Did not scare me. Game today, pirate. Pussy. Fuck you, man. Welcome, chat. Right? I know. Hey, I got an achievement. I did too. I got achievement. Oh, I know, Kira. I your know. email looks so bad. We have collectively lost the game. Oh no. I know. I haven't thought about that since the last time Pirate came into my stream and was like, DC. I was like, what? And he was like, you lost the game. And I was like, fuck yeah. That was like forever ago too. That was like 8 months ago. Oh, I have a question. Oh, it's the heavy rain. Sit there and stare at it. Yeah. Look at it collectively. Just stare at the window. Let the rain caress you and fall down in front of your eyes like a good little Twizzy. Yeah, I'm usually nice to Hotma. Thank you. I appreciate that. I like it. I like it when people are nice to me. Yeah, ask away. By all Hi. means. Neo. Have you ever Neo. played Dollhouse of the Dead? I have not. I've played Dollmare, but I've never played Dollhouse of the Dead. Is it a good game? Was Takey on it? Neo is just climbing all over. Am I nice? You are I so know, nice, dude. honey. Neo is all over me right now. Neo, I love you. God, he's purring so hard too. Let me see if Dobby, are you I live? can get. Yeah, I'm alive. Can you Why guys do I hear him? not have you up? I can hear that purring. Wait, Oh. wait. Can you record that and give it to me, please? Somebody clip it. Why was there so many clips created? There was nothing. What was I even saying when that happened? And it says it was clipped by me. I'm sorry, I'm like troubleshooting for a second. Horror co-op, Takey didn't play it. Ah, different streamer did? Okay. I'm only nice because I feed Mini CC's spider addiction. Yeah. Yeah, you You do. didn't scare me. Kay really likes your spiders, especially your jumping spider that looks like Lucas. But why were there so many clips created? I'm still back to that. Like, I am seriously concerned as to why there's so many clips. Yeah, that is weird. Neo, I'm, I'm gonna like, have looking. to. Hi, no, baby. Hi. I'm looking at everything right Hi. now to make sure, like, it's not, like, compromised or... Like, Hi, nothing's baby. happening. I don't understand. Only 15 clips are made.
Yeah, like there was a ton. Weird. Neo, I have to put you down eventually. I didn't say clip it, did I? Because I'm in that auto clip thing. I said, I don't. coffee. I don't remember hearing As you in, say I it. really need. I didn't think I did. Thank you for collecting your coffee. Did you assign a button to be a clip button? I did not. Like the only thing I have is I'm in the auto clip thing from Twitch. But that's it. Unless it literally was just Twitch freaking out. Which, I mean, is always a possibility. Fucking cat is. You're really warm. Have someone check your mod view tab, CC, and run a test. Mama? Mama? Is it a hammer thingy? I don't even know how to make a hammer. Oh. See here. Oh, nice. I'll have to look at them. Neo, I Oh. have to put you down, sweetheart. You are not a tiny kitten anymore. Maybe. Maybe, Kira. I don't know. Did they get sent to the Discord, guys? Because the clips are supposed to be automatically sent to the Discord now, too. Did they send? I don't see anything getting sent. No, I don't see anything. It's weird. I have to put you down now. I break everything. Meow. Oh my god. But yeah, no, if I can have that sound so I could put that with the cat file, that'd be great. Thank you. Oh, yeah. That happens with my husband's phone sometimes. Yeah, technology is weird. It's gonna take us all over someday. I have to put you down. Alright, hold on. I'm gonna Okay, roll I ads, love my you. friends. I will see you guys back in 3 minutes if you are not subbed to the channel. Don't feel any pressure. You don't need to sub. Just chill out for the ads. We're also going to do a drop. You guys can do exclamation point drop. Put your favorite emote there. And if you land in the fluffy white... no, it's not the fluffy stuff anymore. If you land in the flower petals, well, congratulations and good job. Because we're not going anywhere else. Into the ether I go. You'll be back. It's okay. Yeah. Okay. Oh my god, Neo, I need you to get down. And then with the drop too, if anyone's in your chat and they want to do it, then they can. Okay. That Okay, one should honey. work like that. I need you to get down. Neo, I love you. Please get down. Oh my god. Where are you, Come Dobby? on. Do you see this, chat? This is what I deal with. This cat is such a Where's- freaking little baby. Dobby, where are you? Hi. Trying to find you on my list. Wait, am I not following you? I should be following you. I follow Okay, I every need you to- single person on the team. I need you to get down. What the heck? Neo, I need you to get down now. Okay? I forgot the emote. It's okay. Come on. There we He go. won't get down. Neo. By the way, my friends, Dobby is not relatively newer to streaming. If you could go give Dobby a follow, that'd be greatly appreciated, please and thank you. Let's give Dobby all the love that we can and make sure that Dobby can... Yeah, it says I'm following him. Just go give him... Oh, because he's not on. Okay. Just go give Dobby some love. Please, thank you. We gotta get Dobby up to 100. Let's go. Let's go. We have so many Wait, of I'm the back. things. So many of the things with the Cat was thing. like, hell nah, I know, right? I'm looking at the objects. It never did the thing. He goes